la commande du CMEM, c'était donc un exposé sur comprendre les liens entre biodiversité et services écosystémiques. Vous avez pu comprendre à partir de l'exposé de Virginie que ça ne va pas être une réponse forcément très simple. Et la question qui était posée dans le texte du LabEx, How much biodiversity should be maintained, c'est une question en fait qui est relativement trop simple, j'allais dire. Donc, je vais vous rappeler un certain nombre de définitions, parce que là, pour l'instant, on a vu un certain nombre de choses très, très conceptuelles sur les services. Donc, moi, je vais revenir à des choses, on va dire, plus terre-à-terre, sur toutes les parties, on va dire, gauche des schémas de Virginie. Et d'abord, définir qu'est-ce que c'est qu'un écosystème. Et je vais prendre la définition qui est encore actuellement très largement utilisée, qui a été mise en qui est apparue la première fois dans la littérature en 1935, donc qui a été formalisée par Arthur Tansley, qui était le président et fondateur de la British Ecological Society. Et donc, il a donné une définition que je vais vous simplifier. Et en gros, la définition d'un écosystème, c'est un complexe dynamique de communautés végétales, animales et microbiennes en interaction entre elles et avec l'environnement biotique. Donc, il y a bien deux choses dans un écosystème, dans la définition d'un écosystème. Il y a d'une part des communautés végétales, animales et microbiennes, on va dire l'environnement biotique, et il y a un environnement abiotique, qui est donc la deuxième composante fondamentale de l'écosystème, qui est quelque chose donc, qui est très très prégnant dans l'article de Tansley. Tansley dit que jusqu'ici, on avait surtout tendance à considérer les écosystèmes juste par un aspect biotique, et lui, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les deux composantes et leurs interactions. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte aussi que les êtres humains étaient des parties intégrales des écosystèmes, ce qui n'est pas forcément toujours bien placé dans les schémas que vous avez fait voir Virginie tout à l'heure. Donc ça, c'est la définition opérationnelle d'un écosystème. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas non plus de définition d'espace. C'est-à-dire qu'un écosystème, ça peut être considéré comme l'estomac d'un ruminant, c'est un écosystème. Un tronc mort dans une forêt peut être considéré comme un écosystème. Et puis, il y a des visions plus classiques, on va dire, de l'écosystème, qui est une parcelle ou un petit écosystème. Donc, si je m'appuie sur cette définition, en fait, les écosystèmes et la diversité biologique, biodiversité, sont des concepts qui sont intimement liés. La biodiversité, c'est le nombre et la composition en génotype, espèce, type fonctionnel et ou unité élémentaire, on vient tout à l'heure, qui constituent les écosystèmes. Donc, dans la définition de l'écosystème, il y a la biodiversité. Donc, cette biodiversité est partie intrinsèque. Donc, ça, on va dire, c'est une espèce d'inventaire de ce qui est vivant dans un écosystème. Mais la biodiversité, c'est aussi la structure biologique des écosystèmes, comment cette biodiversité, comment ces différentes composantes de la biodiversité s'organisent, comment ces différentes communautés animales, végétales, microbiennes interagissent entre elles et notamment constituent, par exemple, des réseaux trophiques. Donc, la biodiversité, c'est ça et ça. Donc, comme disait Virginie tout à l'heure, on utilise service écosystémique, mais on utilise biodiversité qui correspond à tout ça. Donc là aussi, biodiversité, on peut dire que c'est un concept qui est extrêmement général et flou, une espèce de drapeau sur lequel on peut se fédérer ou pas, mais la notion scientifique même échappe parfois. Donc, sachant ça, en général, les représentations d'écosystèmes qu'on a, alors là aussi c'est un concept normatif, je suis un peu... Je suis très très perturbé d'intervenir après Virginie parce que je ne sais plus ce qui est dans la normation, je ne sais plus ce qui est dans le normatif, je ne sais pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Ici, vous avez une représentation extrêmement simplifiée d'un écosystème avec donc des boîtes. Alors les boîtes, on va dire, c'est des boîtes biotiques. Là, ça va être des producteurs primaires, des plantes, des consommateurs, donc des producteurs secondaires, des décomposeurs qui vont recycler les éléments minéraux, etc. Donc on représente souvent des écosystèmes avec différents types de boîtes. Là, il y en a 3, c'est assez simple, il peut y en avoir plein, vous pouvez en imaginer plein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on présente dans un écosystème, c'est les flux de matière et d'énergie qui sont représentés par ces flèches, donc entre les différentes boîtes. Et donc ce qu'on cherche à faire quand on essaye de comprendre ce que c'est comment se réguler les processus écosystémiques, c'est en gros, qu'est-ce que c'est qui contrôle la taille de ces boîtes, et qu'est-ce que c'est qui contrôle la vitesse de ces flux, ces différents, qu'est-ce qui contrôle tous ces trucs-là. Donc ça, on va dire, c'est l'aspect biotique. Et vous voyez une espèce de bleu derrière, qui est l'environnement. Et donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus que ça aujourd'hui, mais il faut bien être conscient que le fonctionnement des écosystèmes dépend de la composante biotique de l'écosystème, mais il dépend énormément aussi de la composante abiotique. Et donc quand on dit quelles sont les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes,
d'une façon générale, on ignore complètement la composante abiotique de la chose. Enfin, on fait souvent abstraction de ça. Donc voilà le concept un petit peu général sur lequel on travaille. Donc ça, c'est une représentation extrêmement simplifiée. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces processus et ces boîtes? Qu'est-ce qu'il y a? Alors les processus, les propriétés des écosystèmes, en fait, il y en a toute une liste, une papardelle qui est absolument fondamentale. Ici, c'est une revue qui avait été faite il y a quelques années pour essayer de comprendre les relations entre les propriétés des écosystèmes et la diversité fonctionnelle des organismes. Vous avez ici une liste non exhaustive des processus écosystémiques qui sont impliqués. Alors, décomposition, minéralisation, c'est tout ce qui se passe une fois que quand les producteurs primaires et secondaires sont morts, comment les éléments sont recyclés, la production de fourrage, l'évapotranspiration, la séquestration du carbone, l'érosion des sols, la pollinisation, enfin bref. Vous avez donc une quantité très importante de ce qu'on peut appeler des propriétés écosystémiques que donc un certain nombre d'exercices dont a parlé Virginie tout à l'heure ont essayé de caser dans ces boîtes de biens et services fournis par les écosystèmes. Et donc ça, donc je vais... Voilà. Donc ça, c'est un des schémas qu'a présenté Virginie tout à l'heure du TEB. Donc en fait, si vous voulez, il y a bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Virginie, mais en gros, on a une chaîne qui passe de la structure biophysique des écosystèmes à éventuellement l'évaluation des services écosystémiques, qui passe par la biophysique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, comment il fonctionne. Et là, c'est toute la relation dont a parlé Virginie tout à l'heure entre la fonction et le service. Donc même les écologues savent faire la distinction entre une fonction et un service. Et les bénéfices qu'on peut en tirer et éventuellement les valeurs. Donc la partie écologique, les relations entre biodiversité et services écosystémiques, la partie écologique va s'intéresser en fait à cette première partie du schéma. L'écologie va nous permettre d'avoir, on va dire, les bases biologiques qui permettent de comprendre la suite de la chaîne si on en a envie. Mais on peut très bien s'arrêter là en écologie. Il y a plein d'écologistes qui s'arrêtent là et qui ne vont pas jusqu'au service, ni l'évaluation des services. Donc c'est ça que je voudrais rapidement vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, quand on pose la question des relations entre biodiversité et fonctionnement, on pose la question des relations entre donc, les relations, la structure biophysique des écosystèmes et leurs fonctions. Donc, bon, quand on pose cette question-là, donc la première chose qu'il faut regarder, c'est à quel processus on s'intéresse. Il n'y a pas une réponse univoque à quelles sont les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, puisque, comme je viens de vous le faire voir, le fonctionnement des écosystèmes, ça correspond à toute une papardelle de processus écosystémiques. Donc, en face de ces processus écosystémiques, quels sont les organismes qui vont intervenir dans ces processus? Donc ça, ici, vous avez une organisation, on va dire, donc biotique des écosystèmes, où vous avez, par exemple, les producteurs primaires. Bon, les producteurs primaires, c'est eux qui vont jouer sur le processus de production primaire. Les consommateurs, c'est eux qui vont jouer sur le processus de production secondaire, évidemment, mais aussi ils vont impacter, par la consommation des plantes, ils vont impacter les producteurs primaires. Les top prédateurs aussi vont impacter ces différentes choses. Ensuite, les cycles des éléments minéraux vont être conditionnés par les producteurs eux-mêmes, mais aussi par les détritivores, ceux qui vont traiter la matière organique qui est produite. Bon, les mycorhizes, même chose pour la partie absorption et flux d'éléments minéraux. Et puis, on peut avoir des approches multitrophiques. Donc, ça veut dire que si on veut regarder les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, la première chose à faire, c'est de choisir le processus qu'on regarde, ou les processus qu'on regarde, et ensuite essayer de mettre en face les organismes qui vont impacter ce processus, dont on sait qu'ils vont impacter ce processus. Donc, il y a une revue qui a été faite en 2006, il faudrait peut-être la remettre un petit peu à jour actuellement. Ça, c'est donc les flèches et les nombres que vous avez ici correspondent au nombre de revues, au nombre d'études, sur 446, le nombre de revues qui ont regardé les différents aspects de relation entre biodiversité et fonctionnement. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous avez 232 études qui ont regardé l'impact de la manipulation du nombre de producteurs sur la productivité primaire. C'est ce que veulent dire toutes ces flèches. Alors, la première chose qui a été faite, évidemment, quand on parle de biodiversité, la première chose à laquelle on pense, c'est le nombre d'espèces. Le nombre d'espèces, c'est la première facette de la biodiversité. On va dire que c'est une facette qu'on peut appeler taxonomique. Et donc, la première chose qui a été regardée, ça a été de manipuler dans ces différentes chaînes le nombre d'espèces.
Donc on a regardé si on enlève ou si on rajoute des espèces, qu'est-ce qui se passe sur les processus écosystémiques. Donc quand on fait varier le nombre, là, par exemple, de 3 à 1, qu'est-ce qui se passe? Et la revue de Balvanera que je vous ai présentée nous dit qu'il y a 88% des études qui correspondent à ce type de manipulation. Donc ça veut dire que en 2006, je pense que le nombre a un petit peu baissé maintenant, mais en 2006, 88% de ce qu'on savait, des connaissances qu'on avait sur les relations biodiversité-fonctionnement correspondaient à des manipulations de nombre d'espèces. Donc uniquement une manipulation de la facette taxonomique de la biodiversité. Un exemple parmi 1000, alors parmi les 232 que je vous ai fait voir tout à l'heure, alors la tarte à la crème, ça aurait été de prendre la manipulation du nombre d'espèces végétales et la productivité primaire, qui est une des relations qui est le plus étudiée, mais j'ai fait exprès de ne pas choisir celle-là. Et donc je vous prends un exemple qui est un exemple sur le processus qui est regardé, qui est un processus de décomposition de la litière. Et là, les auteurs ont regardé quel était l'impact de manipulation des organismes donc, qui vont impacter cette décomposition de la litière, qui sont des vers de terre, des isopodes et des chilopodes, donc trois grands types d'animaux du sol, et quel va être l'impact de la diversité de ces organismes sur la décomposition. Alors, premier résultat, c'est que ici, vous avez présenté la relation entre le nombre d'espèces et l'effet de la biodiversité sur la décomposition. Quand c'est positif, ça veut dire que plus on met d'animaux, plus ça décompose vite. Quand c'est négatif, c'est le contraire. Alors là encore, par rapport à ce que disait Virginie, il n'y a aucune notion de bien ou de mal dans le fait que ça décompose vite ou pas vite, hein, ou que ça produise beaucoup ou pas beaucoup. Il n'y a pas de notion particulière de bien et de mal là-dessus. Dans des milieux très pauvres, aucune communauté végétale n'a intérêt à pousser vite. C'est absolument pas, en termes sélectifs, c'est pas du tout intéressant. Donc il n'y a pas de notion de bien ou de mal là-dedans, c'est simplement que cette relation, elle est non significative, c'est-à-dire que quand on fait varier le nombre d'espèces dans des microcosmes et qu'on regarde la décomposition, quand on manipule le nombre d'espèces, il n'y a pas d'effet de la diversité. Deuxième chose qu'ont regardé ces auteurs, c'est qu'au lieu de regarder le nombre d'espèces dans les microcosmes, ils ont regardé la distance fonctionnelle entre ces organismes. Donc ils ont une quantification un peu particulière de la fonctionnalité de ces organismes, mais en gros, ils mesurent une espèce de distance donc, qui leur permet de dire quelle est donc cette distance fonctionnelle entre ces organismes. Et ce qu'ils montrent, c'est que plus les organismes dans les microcosmes sont dissimilaires fonctionnellement, plus ils sont différents l'un de l'autre d'un point de vue fonctionnel, plus la décomposition est élevée. Donc cette expérience montre que les mésocosmes, les microcosmes, où les organismes qui sont dedans sont très proches fonctionnellement, décomposent moins vite que les microcosmes, les mésocosmes, où ces organismes sont plus dissimilaires fonctionnellement. Donc ça, c'était un truc qui traînait dans la littérature depuis le milieu des années 90. On parle ici de groupes fonctionnels. Mais en fait, on peut voir ça d'une façon plus générale. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'essentiel de ce qu'on connaissait, c'était sur le nombre d'espèces. Mais en fait, la biodiversité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il y a différentes composantes à la biodiversité. Il y a évidemment le nombre d'espèces. Mais bon, on va passer sur un certain nombre de trucs. Il y a aussi la composition en espèces. Si vous avez 3 espèces de graminées ou 3 espèces de séquoias, il est évident que le processus écosystémique ne va pas du tout être le même, les processus. Donc du coup, ce qui est très important ici, c'est non seulement le nombre d'espèces, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces? Quelle est l'identité fonctionnelle de ces espèces? Ça se traduit en particulier par des variations de traits fonctionnels. Bon, après, il y a des aspects plus spatiaux, distribution spatiale dans l'espace. Est-ce que si on répartit les organismes de façon homogène ou hétérogène, l'effet peut être sur le fonctionnement peut être différent. Et puis l'organisation des chaînes trophiques. Donc le concept de diversité, en fait, est multifacette. Et donc, on ne peut pas répondre à la question biodiversité-fonctionnement si on ne s'intéresse qu'au nombre d'espèces. Donc là, je vais vous présenter un autre schéma conceptuel qui a été développé progressivement dans les années 2000, qui correspond à l'idée que, en fait, les processus écosystémiques qui sont listés ici, donc qui sont les bases, on va dire, des services écosystémiques, sont impactés non pas par le nombre d'espèces, mais par ce qu'on appelle la structure fonctionnelle des communautés. Et la structure fonctionnelle des communautés d'organismes qui sont là, des plantes, des animaux, etc., correspond à la valeur, la gamme et l'abondance relative des traits qu'on va trouver dans ces communautés. Donc les traits étant toutes caractéristiques qu'on peut mesurer, fonctionnelles qu'on peut mesurer sur un organisme. Donc ce schéma conceptuel-là nous dit que ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'espèces pour piloter les fonctionnements des écosystèmes, mais c'est la structure fonctionnelle des communautés.
Ce schéma aussi prend, bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce schéma aussi prend en compte les aspects abiotiques, hein, on est bien d'accord. Le processus écosystémique dépend des aspects biotiques et abiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est que ces structures fonctionnelles d'une communauté? Bien, en gros, si vous avez ici, c'est ce qui est représenté un petit peu schématiquement ici, c'est en gros la distribution des valeurs de traits dans une communauté. Vous prenez par exemple une communauté de forêt, vous avez des arbres qui sont petits, des arbres qui sont grands, etc. Donc si vous prenez comme trait la hauteur de la plante, la structure fonctionnelle de cette forêt en termes de hauteur, ça va être la distribution de ces valeurs de traits de hauteur dans cette communauté. Donc ça, c'est la structure fonctionnelle d'une communauté, c'est ça. Et en fait, on peut la décrire par différents types de métriques. Une première métrique qui est la moyenne pondérée de la communauté. En gros, ben voilà, quel est le trait moyen de cette communauté, ou la variance de cette communauté, la variance de cette structure fonctionnelle, qui est donc la variation du trait le long donc dans cette communauté. Et ça, c'est ce qu'on appelle de façon plus stricte la diversité fonctionnelle. Sachant que la structure fonctionnelle donc, prend en compte normalement les deux aspects de cette diversité. Donc ça, c'est pour une communauté monospécifique. Si vous avez une communauté plurispécifique, vous avez donc la distribution de la structure fonctionnelle de la communauté qui est le trait noir ici. Et ensuite, vous avez donc les différentes espèces qui sont représentées par différentes couleurs. Et la structure fonctionnelle de cette communauté correspond à la distribution de traits de chacune des espèces dans cette communauté. La distribution de traits, donc ça veut dire que chaque espèce a une certaine variabilité intraspécifique. Et donc la somme de ces variabilités correspond à cette structure fonctionnelle. Donc je vous donne juste un exemple de ça. Et donc l'idée qui est derrière, c'est que c'est cette structure fonctionnelle des communautés qui affecte les propriétés et les services des écosystèmes. Donc juste un exemple que je prends d'un travail assez récent qu'on a fait dans l'équipe, dans le cadre d'un programme national, où on a regardé la structure fonctionnelle des communautés des prairies permanentes et la digestibilité des prairies permanentes. La digestibilité étant la quantité d'énergie qui est contenue dans le fourrage qu'on donne aux animaux. Donc plus cette digestibilité, plus la quantité d'énergie est élevée, plus la digestibilité est élevée. Donc ça, c'est une des propriétés des écosystèmes que visent en particulier les éleveurs, puisqu'en fait, ils essayent d'avoir à la fois une production élevée, donc là aussi, pareil, je ne parle pas de production de façon délibérée, donc ils cherchent une production élevée, mais aussi une digestibilité élevée. Donc on a regardé ça, donc en vert, ici, vous avez l'ensemble de la distribution des prairies permanentes en France, et en rouge, vous avez les sites d'études qui ont été regardés, donc ça allait de la Vendée aux Alpes et en Camargue, et au sud du Massif central. Et donc on a regardé le paramètre central de distribution de ces valeurs de trait pour un trait particulier qui est la teneur en matière sèche des feuilles, qui correspond à une estimation de la densité des tissus des feuilles. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que donc, la tendance de cette métrique moyenne de teneur en matière sèche des feuilles était reliée négativement à la digestibilité de la communauté. Donc ici, vous voyez que une des propriétés structurelles de la communauté, qui est donc cette teneur en matière sèche, impacte fortement la digestibilité. Et donc, plus cette teneur en matière sèche est faible, plus la digestibilité est élevée. Donc ça, c'est un des exemples de résultats qu'on a pu avoir dans cette étude. Et la deuxième chose qu'on a pu montrer, là, c'est, je reviens sur les facteurs abiotiques, c'est qu'en fait, cette relation était conditionnée par l'évapotranspiration potentielle mesurée sur les sites. L'idée qui est derrière la deuxième partie de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, on a des propriétés au niveau des plantes. Bon, alors là, c'est un exemple sur les plantes, mais on pourrait généraliser à l'ensemble des organismes. Ces propriétés qui sont des traits, donc qui caractérisent le fonctionnement des organismes. Donc, je vous ai donné l'exemple de la teneur en matière sèche des feuilles ici. Se transcrit en termes de cycle biogéochimique en particulier. Donc ici, l'exemple que je vous ai donné, c'est la relation entre la teneur en matière sèche des feuilles et la palatabilité des digestibilité des communautés. Donc on a ici une première chose qui est ce niveau-là qui correspond à la fonction des écosystèmes. Et ensuite, comment ces différentes propriétés des écosystèmes sont traduits en termes de services écosystémiques. C'est donc une des étapes qu'a présentée Virginie tout à l'heure, donc que je ne vous ai pas particulièrement présenté aujourd'hui. Mais l'idée qui est derrière, c'est qu'on peut traduire des fonctionnements, on peut passer du fonctionnement des organismes, quand on les décrit par leurs traits, au cycle biogéochimique et au service écosystémique. Donc l'idée, c'est qu'on puisse utiliser cette diversité fonctionnelle comme base écologique pour comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes.
Donc si je résume rapidement donc, les liens diversité, propriété, services des écosystèmes en 3 questions, donc je reformulerai, s'il y avait à rédiger un LabEx, je reformulerai les questions un petit peu différemment. La première, c'est quelles sont les composantes de la diversité, donc taxinomique ou fonctionnelle, qui ont un impact sur les propriétés des écosystèmes. Donc ça, je pense que c'est une reformulation de la question. Et aussi, la question doit être traitée pour chaque propriété. Je vous ai donné 2 exemples de propriétés, décomposition dans un cas, digestibilité de la matière organique dans l'autre. Il se peut très bien que les traits ou les organismes qui vont impacter les autres processus n'ont rien à voir avec ce que je vous ai fait voir. Donc ça doit être traité fonction par fonction si on veut comprendre le système. Deuxième chose, c'est la dernière diapo que je vous ai fait voir, je n'ai pas énormément insisté, mais je pense qu'un des points importants, c'est donc ça je rejoins par contre une des questions qui était dans le LabEx, c'est quels sont les compromis et les complémentarités entre propriétés et services. On parle beaucoup dans la littérature, les projets qui sont soumis, de maximiser les services. Moi, j'ai un petit peu de mal avec cette notion. Maximiser un service, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. L'intérêt, notamment dans tous les raisonnements en agroécologie actuellement, etc., c'est de trouver les points de compromis qui correspondent aux différents services. C'est-à-dire que si on cherche de la multifonctionnalité ou les multiservices, c'est des points de compromis qu'il faut trouver. On ne va pas pouvoir tout maximiser d'un seul coup. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point que je n'ai pas du tout abordé, c'est en fait à quel pas de temps s'expriment les liens entre diversité et propriétés des écosystèmes. Je vous ai fait voir juste 2 exemples, mais apparemment, dans des expériences manipulatives, plus les expérimentations ou les choses qui sont en place sont là depuis longtemps, et plus l'expression de la complémentarité entre les organismes peut se faire ressentir, et donc du coup, plus les effets de la diversité sont évidents. Donc ça, c'est les 3 questions que je reposerai actuellement. Et puis, donc, si vous voulez voir un peu plus sur la deuxième partie de ce que je vous ai présenté sur la partie structure fonctionnelle, ça fait l'objet d'un chapitre de ce livre donc, que j'ai coécrit avec Marie-Laure Navas, donc, qui est prof à Supagro. Voilà, je vous remercie. Et je peux répondre à vos questions. Effectivement, le processus évolutif et le processus écologique sont pensés maintenant de façon un peu plus synchrone qu'auparavant. Donc, comment ça intervient là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui est cité dans cette littérature? Oui, en fait, oui, absolument. Je suppose que tu fais référence à ça. Donc, en fait, si tu veux, la partie évolutive, elle est typiquement. Là, ce que j'ai. J'ai surtout insisté sur la partie, on va dire, effet des trucs, c'est-à-dire l'effet de la communauté, de la structure fonctionnelle sur les processus écosystémiques. Mais il est clair qu'il y a toute une partie de relation qui correspond à on va dire, la réponse, c'est-à-dire la réponse des organismes aux différents. Bon, là, il y a changement global, mais ça pourrait être n'importe quel autre environnement biotique ou abiotique. Et si tu veux, la partie évolutive, elle rentrerait complètement dans ce schéma-là. Et il y a actuellement pas mal de gens qui travaillent sur les aspects variation de la communauté fonctionnelle variation de la structure fonctionnelle des communautés. D'une part, en prenant en compte l'aspect, on va dire, spatial de variabilité intraspécifique, mais aussi l'aspect temporel, c'est-à-dire en gros la sélection, le filtrage par l'environnement et la sélection. Donc il y a toute une partie, notamment, c'est plus en écologie des communautés du coup, mais cette partie écologie des communautés, il y a cette dimension-là est prise en compte. Pas par tout le monde, mais oui, c'est dans la littérature.